Je suis arrivé à Saint-Léon-sur-Vézère un soir d'hiver 1882, le vent hurlant comme un deuil, tranchant l'air glacial chargé d'odeurs de givre et de sapin. La diligence cahotait sur le chemin gelé, les roues crissant dans la boue figée. En retard, comme d'habitude. Les villageois, silhouettes sombres avec leurs manteaux usés, à peine levèrent-ils les yeux. Une diligence de plus, un jour de plus. Mais ce soir-là, la porte claqua et moi, Jeanne Moreau, j'en descendis, mon souffle se suspendant dans l'air glacé. Ma robe de voyage bleu nuit moulait mes formes avec insistance, le corsage tendu sur ma poitrine généreuse, les coutures tiraillées à mes hanches. Une déchirure au col trahissait le long et rude voyage depuis Lyon. Mes joues brûlaient sous le vent, mes lèvres fendillaient, mais mes yeux gardaient ce feu, cette défiance face au froid et à l'hostilité ambiante. Je n'étais pas une fragile fleur du midi, même si mes bottines à boutons et mes dentelles fines pouvaient le faire croire à distance. De près, on voyait la femme que j'étais devenue, un corps marqué par la résilience, chaque courbe une rébellion silencieuse. Je me tenais seul sur le quai, mon sac en tapisserie serré contre moi, quand Antoine Leclerc s'approcha. Fils du notaire, bien rasé, l'air circonspect, il me jaugea d'un regard dur, s'attardant sur le galbe de ma poitrine, sur l'ourlet effiloché de ma manche. « Mademoiselle Moreau, dit-il d'une voix glaciale, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » Ces mots étaient aussi tranchants que le vent. Il voulait une femme modeste, raffinée. Pas moi. Pas cette femme qui emplissait l'espace, dont les hanches se balançaient doucement à chaque pas, attirant les chuchotements de la veuve Marceline qui balayait son seuil de l'autre côté de la rue. Ma mâchoire se serra, mais je ne fléchis pas, j'ai traversé la moitié du pays pour vous, dis-je d'une voix basse et ferme. Antoine haussa les épaules, gêné, et tourna les talons, l'ombre de son père le ramenant vers la noterie. J'étais là, abandonné, le cœur battant sous ce corsage trop serré, les regards des villageois rampant sur ma peau. Je m'assis, les mains croisées, le menton haut, refusant de craquer. De l'autre côté de la rue, Jacques Arland m'observait. De larges épaules sous un manteau élimé, une jambe raide trahissant une vieille blessure de la guerre. Un homme qui avait trop perdu pour se soucier des ragots, mais quelque chose en moi, ma défiance, ma honte contenue, éveilla en lui une curiosité inattendue. Il s'avança, ses bottes lourdes dans la poussière, et me tendit une échappatoire. Quel genre d'homme recueille une femme que le monde a rejetée? Et à quel prix? Le vieux chariot grinçait sur le sentier gelé. Je m'étais installé à côté de Jacques, mon sac coincé entre mes bottines. Son manteau prêté, imprégné d'odeur de sapin et de cuir, enveloppait ma silhouette, adoucissant mes formes sous sa lourdeur. Le vent mordait encore à travers les coutures, mais aucun de nous ne parlait. Le silence, léger, comme la neige sur les pins. Je volai un regard à Jacques. Ses mains larges tenaient fermement les rênes, ses yeux gris-bleu fixés à l'horizon. Sa barbe était épaisse, son chapeau tiré bas, mais je remarquai la manière dont il appuyait sur sa jambe blessée. Un homme habitué à la douleur, me dis-je. Et quelles autres blessures portait-il? La cabane apparut à la tombée du jour, petite et solide, au bord d'une clairière. Une fumée s'échappait de la cheminée. Rien de bien luxueux, un toit rafistolé, une grange, une pile de bois sous une bâche. Mais c'était un monde à part, loin des regards accusateurs de Saint-Léon. Jacques m'aida à descendre, sa prise ferme, calleuse, mais sans insister. À l'intérieur, l'air était chaud, le poêle diffusait une lueur douce. Un lit de camp dans un coin, une couverture en laine soigneusement pliée, un fusil appuyé à la porte. Tout simple, habité, mais sans confort. J'accrochai le manteau sur un clou, ma robe déchirée captant la lumière du feu, le col glissant pour dévoiler un éclat de mon épaule. Je le remis en place, les joues chauffées, mais Jacques ne regardait pas. Il était déjà penché sur le poêle, sortant une casserole. « Tu peux m'aider » souffla-t-il d'une voix rauque, comme usée par le silence. Je hochai la tête, m'approchant, mon épaule effleurant la sienne en tendant la main vers un couteau. Nous préparâmes des haricots, des pommes de terre, un ragoût simple. Mes mains, douces de citadine, hésitaient, mais j'appris vite. Quand je me coupai le pouce, il me tendit un chiffon sans un mot. Nous mangeâmes en silence, la cuillère raclant la gamelle en fer blanc. Je me tenais droite, refusant de paraître petite. Il me proposa le lit de camp, mais j'insistai pour dormir près du poêle, sur le sol. Il ne discuta pas, s'installant sur une chaise, sa jambe blessée tendue. Le feu crépitait, dehors le vent hurlait. « Tu vis ici, toute seule ?» demandai-je, brisant le silence. « Oui,
répondit-il après un long moment. Pourquoi tu m'as amené ici, toi? Il haussa les épaules. Tu avais besoin d'un endroit. Son nom vint plus tard, Jacques. C'était suffisant pour l'instant. Au petit matin, l'air était mordant, le ciel couvert d'un gris uniforme. Je m'éveillais au parfum du café et à la chaleur douce d'un bol de flocons d'avoine. Jacques était déjà dehors, silhouette solide dans la lumière blafarde. Je glissais mes pieds dans ses larges pantalons de toile et sa chemise à carreaux, trop grande mais réconfortante, le tissu frottant doucement contre ma peau encore engourdie. L'air glacé me prit à la gorge, mais je le suivis vers la grange. « Voici ta tâche, les étables » dit Jacques en me tendant une fourche. Je hochai la tête, serrant l'outil contre mes mains qui commençaient à s'endurcir. L'odeur du foin humide mêlée à celle des animaux m'enveloppait, un parfum brut, loin du parfum de lavande et de poudre de riz de lion. Je travaillais dur toute la journée, portant les ballots de foin, réparant les clôtures et remplissant les mangeoires. Mes mains s'endurcissaient vite, les ampoules apparaissaient, mais je tenais bon. Jacques ne me complimentait jamais, mais ne corrigeait pas non plus mes gestes maladroits. À midi, nous partagions un peu de viande séchée sous un ciel chargé, le souffle court, la sueur perlant à mon front sous la chaleur de la chemise. Mes cheveux, détachés, collaient à ma nuque couverte de sueur. La flanelle moulait mes hanches à chaque mouvement, dessinant les courbes que je préférais cacher. Je sentis le regard de Jacques, furtif, un éclair dans ses yeux bleu-gris. Je ne dis rien, mais je savais qu'il m'observait. Le silence entre nous n'était plus pesant, il s'était transformé en une présence partagée, comme la neige qui recouvre doucement les sapins. Les jours s'enchaînèrent dans ce rythme rude, entre travail, repas simples et nuit au coin du feu. Mes mains s'habituèrent aux tâches, mon corps se fit à la solitude, et je ne sursautais plus aux appels des coyotes dans la nuit. La blessure de Jacques semblait empirer avec le froid, sa jambe boitant davantage, mais il ne se plaignait jamais. Je le regardais souvent, apprenant à lire la douleur qu'il taisait, les pertes qu'il portait en silence, un frère emporté par la fièvre, une femme morte en couche, une jambe sacrifiée à la guerre. Il ne parlait jamais de tout ça, mais la cabane en gardait les fantômes, un second lit plié dans un coin, une trace usée sur la rambarde du porche. Je ne posais pas de questions, il ne donnait pas de réponse. Pourtant, un lien fragile et silencieux naissait entre nous, fait d'échanges subtils, de regards échangés au détour d'une tâche, d'un geste réconfortant. Un soir, alors que je puisais de l'eau au ruisseau, il m'observa un instant, ses yeux se faisant plus sombres. Ma chemise se tendait sur ma poitrine, une goutte de sueur glissant le long de mon cou. Il serra la mâchoire, puis détourna les yeux, comme pour chasser un souvenir. Je sentais que quelque chose bouillonnait entre nous, une tension douce et brûlante, un secret à peine murmuré dans le silence de cette vallée gelée. La nuit tombait sur la vallée, la cabane baignait dans la lueur vacillante du feu. Je m'étais installé sur mon lit de camp, peignant lentement mes cheveux en larges ondulations qui glissaient sur mes épaules nues. Ma chemise légère, trempée de chaleur, épousait chaque courbe de mes hanches, laissant deviner la peau pâle sous le tissu fin. La pièce était étroite, mais chaque détail semblait chargé d'une intensité profonde. Jacques était près de moi, accroupi pour réparer un harnais usé. Ses mains larges et calleuses bougeaient avec précision, malgré la douleur qui devait ronger sa jambe. Il levait parfois les yeux vers moi, furtivement, comme pris au piège dans un tourbillon qu'il ne voulait pas affronter. Je sentais son regard, lourd, chargé d'un désir silencieux, différent de l'indifférence froide d'Antoine Leclerc. C'était plus profond, plus vrai. Je me levai lentement, le tissu de ma chemise glissant sur une épaule, découvrant un éclat de peau douce et claire. Je me dirigeai vers le poêle pour attiser les braises, mes gestes calmes, presque cérémonieux. L'air chaud enveloppait la pièce, faisant danser les ombres sur les murs de bois. Jacques se redressa, son fauteuil grinçant sous son poids. Il s'approcha de moi, chaque pas mesuré, sa jambe blessée traînant légèrement derrière. Son souffle se fit plus rauque, sa voix basse, presque un murmure, « Jeanne ?» Je tournai la tête, croisant ses yeux gris-bleus, plongés dans une mer d'émotions contenues. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mon cœur battant la chamade. Sa main effleura mon poignet, une caresse légère qui envoya un frisson le long de mon bras. Je me rapprochai, nos corps presque se touchant, la chaleur de sa peau perçant l'air froid. Ses doigts glissèrent à ma taille, me tirant doucement contre lui. Je sentis la force contenue dans son étreinte, la promesse d'une tendresse dure et protectrice. Mon souffle se mêla au sien, nos lèvres frôlant l'instant avant que je ne remarque un objet froid contre sa peau, un médaillon, à moitié dissimulé sous sa chemise. Je le pris délicatement,
l'ouvrant entre mes doigts tremblants. À l'intérieur, une photo fanée d'une femme au visage doux, aux traits empreints de nostalgie et de tristesse. Jacques se figea, son regard s'assombrit d'une douleur ancienne, plus lourde que tout ce que j'avais pu imaginer. Je reculai doucement, le médaillon suspendu entre nous, brisant cet instant fragile. Il rangea l'objet sans un mot, son silence parlant plus fort que 1000 paroles. Mon cœur battait à tout rompre, mêlant désir, curiosité et une pointe d'inquiétude. Cette femme sur la photo, qui était-elle? Quel secret gardait-elle, et quel poids portait-elle encore sur Jacques? Dans le feu crépitant, la nuit semblait soudain plus profonde, plus mystérieuse, comme si un voile venait de se lever sur un passé lourd de promesses brisées. Je me laissai tomber sur mon lit, le souffle court, tandis que Jacques reprenait son travail, son visage fermé. Entre nous, un lien fragile, chargé de non-dits, tissait une toile invisible, prête à se déchirer ou à nous unir à jamais. Les jours suivants, la routine s'installa avec une force tranquille, mais quelque chose en moi avait changé. Chaque geste, chaque regard échangé avec Jacques portait maintenant le poids de ce médaillon secret, cette femme inconnue qui hantait son passé. Je m'efforçais de cacher mes pensées derrière l'effort quotidien, le travail rude qui me façonnait peu à peu. La flanelle ample de la chemise empruntée glissait sur mes hanches à chaque mouvement, soulignant sans le vouloir la douceur de mes courbes. Je sentais ses yeux sur moi plus souvent, plus longtemps, cette fois sans détourner le regard. Une après-midi, sous un ciel lourd de neige à venir, nous étions occupés à redresser une palissade branlante. Je tenais la poutre, le souffle court, la peau rosie par le froid, une mèche rebelle s'échappant de mon chignon pour caresser ma nuque. Mon chemisier glissait légèrement, dévoilant un éclat de peau tendre au creux de mon cou. Jacques levait le marteau, la mâchoire serrée, puis s'arrêta brusquement. « T'es forte » murmura-t-il, sa voix rauque résonnant dans l'air glacé. Je levai les yeux, surprise par la sincérité de ses mots. « Il le fallait » répondis-je, un léger sourire jouant sur mes lèvres. Nous reprîmes le travail, le silence s'installant à nouveau, mais cette fois chargé d'une chaleur nouvelle. Le soir, autour du feu, nos genoux se frôlaient sous la table en bois brut. Aucun de nous ne bougeait, comme s'il cherchait inconsciemment ce contact, ce lien qui nous rapprochait malgré les blessures du passé. La lumière dansait sur les contours de mon visage, sur mes lèvres légèrement entr'ouvertes, sur la courbe de mon épaule que la chemise laissait parfois apparaître. Mais le calme fut brutalement interrompu par le bruit des sabots sur le chemin gelé. Jacques saisit son fusil, le visage dur, alors que je suivais ses mouvements, le cœur battant à tout rompre. C'était le brigadier Dupuis, l'adjoint du village, son insigne brillant sous la lune pâle. « Harland » appela-t-il en s'approchant. « Cette fille cause des problèmes. » Je me redressai, la tête haute malgré la peur qui serrait ma poitrine. « Je ne dois rien à personne » déclarai-je d'une voix claire. Jacques posa une main ferme sur mon épaule. « Elle reste » dit-il, la voix d'acier. Dupuis hésita, jeta un regard à ma silhouette, puis tourna les talons, disparaissant dans la nuit. La menace flottait toujours, comme une ombre menaçante prête à s'abattre. Mes mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais de ce poids d'être revendiqué, comme un bien que l'on peut prendre ou abandonner. Jacques se tourna vers moi, ses yeux sombres emplis de détermination. « Tu n'es pas à lui » murmura-t-il. Je hochai la tête, mais la peur était là, sourde et tenace. Viendrait-il lui-même? Que ferions-nous alors? Je m'approchai de lui, posant une main légère sur son bras. Il ne retira pas la sienne, et dans ce contact fragile, une promesse silencieuse se fit entre nous, je ne serai plus jamais seul. Mais alors que le feu crépitait, un bruit sourd retentit dans la forêt. Le regard de Jacques se figea, son fusil en main. Quelque chose, ou quelqu'un, rôdait dans l'ombre. Et cette nuit-là, la vallée semblait prête à livrer ses secrets les plus sombres. La nuit était tombée, lourde et silencieuse, seulement troublée par le souffle rauque du vent dans les branches des sapins. Je me tenais près de l'évier, lavant distraitement quelques assiettes en fer blanc, mes mains tremblantes trahissant l'agitation qui bouillonnait en moi. La chemise de Jacques, un peu trop grande, glissait sur mes épaules, épousant encore mes formes, tandis que la lumière vacillante du feu faisait danser des ombres sensuelles sur le bois des murs. Au loin, dans l'obscurité, ce bruit sourd résonnait encore, comme un pas furtif sur la neige tassée. Jacques, assis à la table, nettoyait son fusil avec une précision presque mécanique. Ses mains larges et calleuses bougeaient avec méthode, mais son visage fermé trahissait la tempête qui grondait sous son calme apparent. Je sentais le poids du silence entre nous, chargé de ce que nous ne voulions pas dire. Mon regard glissa sur lui,
sur cette cicatrice qui marquait sa joue, sur la raideur de son épaule, mais surtout sur ses yeux, d'un gris profond, où se mêlaient douleur, colère et une tendresse contenue. Soudain, la porte grinça doucement. Jacques se leva d'un bond, le fusil levé, prêt à affronter ce qui venait troubler notre fragile paix. Il ouvrit la porte et s'avança sur le porche, la jambe blessée traînante mais ferme. Je le suivis, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait briser ma cage thoracique. Dans la nuit glaciale, une lanterne oscillait, éclairant deux silhouettes silencieuses. Des voix basses murmuraient des mots menaçants que je ne pus saisir. Mon souffle se coupa alors qu'une troisième voix, plus autoritaire, claqua dans l'air. « Harland, tu n'as pas à te mêler de ça. » Je reconnus le ton suffisant et cruel, celui d'Antoine Leclerc. Il s'avança dans le cercle de lumière, son manteau impeccable tranchant avec la rudesse de la forêt. À ses côtés, deux hommes armés, leurs mains posées sur leurs revolvers. « Elle m'appartient », lança-t-il, un sourire arrogant déformant ses lèvres. Je sentis mon estomac se nouer, mais je ne reculai pas. Mon ombre se projeta à côté de celle de Jacques, et je déclarai d'une voix claire, tremblante mais ferme, « Je ne suis la propriété de personne. » Le rire d'Antoine fut froid et amer. « Tu crois qu'un boiteux peut te protéger ?» Jacques ne baissa pas son fusil, ses yeux lançant un avertissement silencieux. L'un des hommes dégaina rapidement, mais Jacques fut plus rapide. Un coup de feu retentit, faisant voler le revolver de la main de l'agresseur, une tache rouge s'étalant sur sa manche. Il recula en jurant, tandis qu'Antoine, pâle mais résolu, maintenait son regard sur moi. Je sentis mon corps se tendre, le couteau que j'avais glissé dans ma ceinture brillant faiblement sous la lumière de la lanterne. Instinctivement, je me plaçai entre Jacques et Antoine, le souffle court. « Assez, dis-je, la voix ferme malgré la peur qui me serrait le ventre. » Le silence se fit, lourd, chargé de menaces et de défis. Antoine cracha par terre, le visage dur. « Ce n'est pas fini, Harland. » Il remonta en selle, ses hommes le suivant, leurs chevaux soulevant la neige en retraitant dans l'obscurité. Jacques baissa lentement son fusil, les muscles tendus, les yeux toujours sur la lisière des bois d'où la menace semblait surgir. Je rentrai dans la cabane, le cœur battant, l'adrénaline encore chaude dans mes veines. Jacques posa une main sur mon bras, la pression rassurante, silencieuse. « Tu n'avais pas à faire ça, » murmurai-je, la voix rauque. Il se pencha vers moi, la chaleur de son souffle effleurant ma peau. « Si je ne le fais pas, personne ne le fera. » Le feu crépitait, mais dehors, la nuit semblait s'alourdir, prête à révéler ses secrets les plus sombres. Et moi, Jeanne, je savais que cette guerre loin d'être terminée, ne faisait que commencer. Le lendemain, l'aube peinait à percer le ciel gris, étirant ses doigts pâles sur la vallée encore endormie. Je m'étirai, sentant dans chaque muscle la fatigue des jours passés, mais aussi une étrange énergie nouvelle. Mon reflet dans la vitre embuée montra une femme différente, les joues rosies par le travail, les mains calleuses malgré la douceur de mes traits, la robe simple mais ajustée qui épousait mes formes avec une grâce inattendue. Mes bottines, usées mais solides, portaient les traces de la terre gelée. Jacques était déjà dehors, son ombre longue se découpant sur la neige, son manteau tiré serré autour de lui. Je glissai dans ses vieux pantalons et sa chemise, trop large, mais qui avait ce parfum rassurant de bois brûlé et de cuir usé. Je le rejoignis près de la grange, où les mules soufflaient dans l'air froid, leurs naseaux fumants. Il me passa une fourche, ses mains larges effleurant les miennes, un contact bref mais chargé de promesses. « Aujourd'hui, tu t'occupes des étables, » dit-il simplement, sans phare ni pitié. Je hochai la tête, serrant l'outil avec détermination. Le travail fut dur, les doigts engourdis par le froid, les muscles endoloris, mais je ne faiblissais pas. La neige tombait en flocons légers, couvrant peu à peu le paysage d'un manteau immaculé. Jacques ne disait rien, mais je sentais son regard posé sur moi, parfois un sourire furtif fendait sa barbe épaisse. À midi, sous un ciel bas, nous partagions un repas frugal à l'extérieur, le souffle court, la chaleur de la flanelle collant à ma peau. Mes cheveux en bataille, quelques mèches collées à mon cou moite, trahissaient l'effort fourni. Jacques me tendit un morceau de viande séchée, nos doigts s'effleurant brièvement, un frisson me parcourant. Le soir, alors que la lumière déclinait, je surpris Jacques m'observant tandis que je puisais de l'eau au ruisseau. Mon chemisier se tendait sur mes seins, une goutte de sueur glissant le long de mon cou. Il détourna les yeux rapidement, mais je savais que je l'avais troublé. La cabane semblait soudain moins froide, moins isolée. Entre nous, un lien silencieux, fragile, mais vibrant d'une intensité nouvelle. Pourtant,
l'ombre d'Antoine et de ses hommes planait toujours, menaçante, prête à déchirer ce fragile équilibre. Alors que je retournais à la cabane, mon regard se posa sur le médaillon que Jacques avait laissé traîner sur la table. La photo fanée de cette femme inconnue semblait me fixer, comme un avertissement muet. Qui était-elle, et jusqu'où son fantôme allait-il nous emmener? Le vent se leva, chassant la neige en tourbillons, et dans cette tempête naissante, je compris que notre histoire ne faisait que commencer. La nuit était tombée avec son manteau d'encre et ses étoiles timides, enveloppant la cabane d'un silence presque sacré. Je me tenais près de la fenêtre, observant les ombres mouvantes des sapins sous la lueur blafarde de la lune. Ma robe, légère et légèrement froissée par la journée, épousait mes courbes avec une douceur presque provocante, le décolleté discret laissant entrevoir la délicate courbe de mon épaule nue. Mes bottines, légèrement poussiéreuses, reposaient à mes pieds, prêtes à affronter une nouvelle journée rude. Jacques, assis devant le feu, réparait un vieux harnais, ses mains larges et rugueuses manipulant le cuir avec une précision presque tendre. Ses yeux gris-bleus, habituellement durs, brillaient d'une lueur insoupçonnée lorsqu'il se posait sur moi. Je sentais son regard, chargé d'une tension invisible mais palpable, et un frisson parcourut mon échine. Je me levai doucement, faisant craquer le plancher de bois, et m'approchai du poêle pour raviver les braises. La chaleur enveloppa ma peau, faisant glisser la bretelle de ma robe sur mon épaule, dévoilant un éclat de peau nue. Jacques releva la tête, ses yeux se posant sur moi avec une intensité nouvelle. « Jeanne » murmura-t-il, sa voix rauque brisant le silence. Je plongeai mon regard dans le sien, mes lèvres légèrement entr'ouvertes, mon souffle court. Il s'approcha lentement, chaque pas mesuré malgré la douleur de sa jambe blessée. Sa main effleura mon poignet, une caresse légère qui envoya un frisson le long de mon bras. Je me laissai faire, mon corps répondant à ce contact avec une douceur insoupçonnée. Nos souffles se mêlèrent, les mots inutiles entre nous. Sa main glissa à ma taille, me tirant doucement vers lui, effaçant la distance qui nous séparait. Je sentis la chaleur de son corps contre le mien, la force contenue dans son étreinte, la promesse d'une tendresse rugueuse et sincère. Puis, mon regard tomba sur le médaillon qu'il portait toujours contre sa poitrine. Je le pris délicatement, l'ouvrant entre mes doigts tremblants. À l'intérieur, la photo fanée d'une femme au visage doux et mélancolique. Jacques se figea, son regard s'assombrissant d'une douleur ancienne, plus lourde que tout ce que j'avais pu imaginer. Je reculai doucement, rompant cet instant fragile. Il rangea le médaillon sans un mot, son silence parlant plus fort que 1000 paroles. Mon cœur battait à tout rompre, mêlant désir, curiosité et une pointe d'inquiétude. Cette femme, qui était-elle? Quel secret gardait-elle, et quel poids portait-elle encore sur Jacques? La nuit, désormais, semblait plus profonde, plus mystérieuse, comme si un voile venait de se lever sur un passé lourd de promesses brisées. Je me laissai tomber sur mon lit, le souffle court, tandis que Jacques reprenait son travail, le visage fermé. Entre nous, un lien fragile, chargé de non-dits, tissait une toile invisible, prête à se déchirer ou à nous unir à jamais. La lumière du matin filtrait à peine à travers les volets mal ajustés de la cabane quand je me réveillai, le cœur encore lourd du poids des non-dits de la veille. Ma robe de nuit, fine et légèrement froissée, dessinait doucement les courbes de mon corps, tandis que mes pieds nus cherchaient le contact froid du plancher de bois. L'air était vif, chargé de cette fraîcheur pure propre au matin d'hiver en Dordogne. Jacques était déjà debout, son manteau en laine posé sur les épaules, prêt à affronter la journée. Je m'emmitouflai dans son vieux par-dessus, trop large pour moi, qui sentait encore la fumée du feu et la terre humide. Ensemble, nous sortîmes dans la blancheur immaculée du petit matin. La neige avait recouvert la vallée d'un manteau silencieux, étouffant les bruits et embellissant le paysage d'une magie presque irréelle. Il m'apprit à manier la fourche pour déplacer le foin, ses mains robustes guidant les miennes avec patience. Chaque geste, chaque contact, renforçait ce lien naissant entre nous, mêlant la force et la douceur. Le tissu de sa chemise effleurait ma peau, et je sentais son regard posé sur moi, chargé d'un mélange d'admiration et de tendresse contenue. À midi, nous partagions un repas simple, assis sur un tronc d'arbre à l'abri d'un vieux chêne. Ma robe, un peu froissée par le travail, laissait entrevoir sans excès la courbe de mes hanches, tandis que mes joues rougies par le froid contrastaient avec la pâleur de mes lèvres. Jacques me tendit une gorgée d'eau, nos doigts s'effleurant brièvement, déclenchant un frisson délicieux. Le soir venu, alors que la nuit enveloppait la vallée, un visiteur inattendu troubla notre quiétude. Le brigadier du puits, l'adjoint du village, fit irruption à la cabane, son insigne brillant sous la faible lumière des lanternes. Son regard froid et méfiant se posa sur moi,
et il lança d'une voix dure, « Harland, cette fille cause des problèmes. » Je me redressai, le menton haut malgré la peur qui serra mon ventre. « Je ne dois rien à personne, » déclarai-je avec fermeté. Jacques posa une main protectrice sur mon épaule. « Elle reste, » dit-il avec une détermination d'acier. Dupuis hésita, jeta un dernier regard à ma silhouette, puis tourna les talons, disparaissant dans la nuit glaciale. La menace flottait toujours, palpable, comme une ombre prête à fondre sur nous. Je sentis une boule d'angoisse se nouer dans ma poitrine, mais aussi une étrange force naître en moi. Jacques me regarda, ses yeux sombres emplis de promesses silencieuses. Dans ce regard, je compris que, malgré les dangers, je n'étais plus seul. Le feu crépitait doucement, illuminant nos visages fatigués, mais dehors, la nuit semblait prête à livrer ses secrets les plus sombres. Le vent s'était levé, mordant et glacial, chassant la neige en tourbillons furieux autour de la cabane. Je me tenais sur le seuil, emmitouflé dans le manteau de Jacques, les doigts engourdis, les joues piquées par le froid. Ma robe, désormais simple et usée, dessinait encore les courbes de mes hanches, tandis que mes bottines solides crissaient sur la neige tassée. Le silence était lourd, seulement troublé par le craquement des branches gelées. Jacques tenait son fusil serré contre lui, son visage durci par la peur et la détermination. Ses yeux gris-bleus scrutaient la forêt, à l'affût du moindre mouvement. Je sentais son corps tendu, chaque muscle prêt à bondir, sa jambe blessée traînant derrière lui, mais il restait ferme, protecteur. Un bruissement dans les buissons attira notre attention. 3 silhouettes émergeaient des ombres, leurs visages masqués par des foulards, les mains posées sur des revolvers. L'un d'eux, une lueur de défi dans les yeux, s'avança. « Harland, » cracha-t-il, « tu n'aurais jamais dû ramener cette fille ici. » Je sentis mon cœur battre à tout rompre, mais je ne bougeai pas. Jacques fit un pas en avant, son fusil levé, prêt à défendre ce qui lui appartenait désormais. « Elle n'est à personne », répondit-il d'une voix ferme. L'homme ricana, dégainant son arme. En un éclair, Jacques tira. Le coup de feu déchira la nuit, résonnant comme un coup de tonnerre. L'un des assaillants vacilla, la main ensanglantée, tandis que les 2 autres reculaient, hésitants. Je sentis mon souffle se couper, mon corps tendu comme un arc. Je glissai la main vers le couteau caché dans ma ceinture, prêt à agir si nécessaire. L'atmosphère était électrique, chaque seconde suspendue à un fil invisible. Finalement, les hommes battirent en retraite, disparaissant dans les ténèbres, leurs jurons se mêlant au souffle du vent. Jacques baissa lentement son fusil, le visage marqué par la tension et la fatigue. Je passai une main tremblante sur mon cou, le cœur encore battant la chamade. Il s'approcha de moi, posant une main rassurante sur ma taille. « Tu n'aurais pas dû te mettre en danger », murmura-t-il. Je levai les yeux vers lui, un mélange d'émotion et de défi dans le regard. Je ne suis plus celle qu'on pouvait briser facilement. Le feu crépitait derrière nous, projetant des ombres dansantes sur les murs de la cabane. Dehors, la tempête grondait, et avec elle, la promesse d'une lutte qui ne faisait que commencer. L'aube se leva sur la vallée, étirant ses doigts dorés sur les collines enneigées, tandis que la cabane semblait renaître sous cette lumière fragile. Je restais là, appuyé contre le vieux chambranle, mon manteau serré autour de moi, les yeux perdus dans le voile blanc qui recouvrait le monde. Ma robe, désormais simple et pratique, épousait encore subtilement mes formes, témoignant des nuits agitées et des jours passés loin des conforts de Lyon. Jacques posa doucement une petite boîte en bois sur la table. Il s'approcha, boitant légèrement, mais le regard plus doux, plus apaisé. Il ouvrit la boîte et en sortit une bague en argent, simple, sans fioriture, mais chargée d'une promesse silencieuse. « C'est pour toi, dit-il d'une voix rauque, si tu restes. » Mes doigts tremblèrent en prenant l'anneau, le glissant sur mon doigt avec une émotion que je peinais à contenir. « Je l'ai déjà, » murmurai-je, les yeux brillants. Les semaines suivantes, le printemps s'annonça timidement, les premières pousses vertes émergeant timidement de la neige fondante. Un secret grandissait en moi, un petit miracle que je partageais avec Jacques lors de longues soirées passées à la lisière du feu. Nos mains s'entrelacèrent, nos souffles se mêlèrent, et la cabane, autrefois refuge solitaire, devint un foyer. Les bottes de Jacques s'alignaient désormais près des miennes, nos vêtements suspendus côte à côte, témoins silencieux d'une vie reconstruite. Les murmures de Saint-Léon n'avaient plus pris ici, et les ombres d'Antoine et de son monde s'effaçaient peu à peu. Pourtant, alors que le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes ardentes, un frisson parcourut mon échine. Une silhouette furtive observait la cabane depuis la lisière des bois, invisible aux yeux de Jacques mais pas aux miens. Le mystère restait entier,
la paix fragile. Et tandis que les braises mourantes lançaient leurs dernières étincelles, je compris que, malgré tout ce que nous avions traversé, notre histoire était loin d'être terminée. Le vent portait encore des secrets, et la promesse d'un nouvel affrontement planait sur la vallée endormie.